euh, et, et à toutes. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisatrices de ce merveilleux colloque, quatrième édition, Vanessa Meireles et Márcia Vieira. Et c'est toujours un plaisir d'être là parmi vous, surtout qu'en quatre éditions, c'est la troisième où je suis présente. Et donc, voilà, je deviens une habituée. Bien. Alors, lors des derniers événements, euh, j'ai beaucoup parlé du laboratoire d'études romanes de l'Université Paris 8 et en particulier des travaux de l'axe 2, dynamique, innovation et variation dans les langues romanes. Euh, Aujourd'hui, je vais me limiter à parler un peu de l'alternance et variation morphologique et morphosyntaxique en terminologie, donc dans les vocabulaires de spécialité, et puis la place de la description de la morphologie dans l'Observatoire des langues romanes en spécialité. Donc, notre laboratoire, c'est dédié, disons, au langage scientifique et technique, non des sciences dures, mais des sciences molles. Donc, les sciences sociales et humaines, en particulier celles qui se dédient au travail, le droit du travail, la sociologie du travail, l'ergonomie, etc. Donc, le droit, l'économie, les finances. Euh, C'est-à-dire tous les domaines qui, en fait, sont enseignés dans le cadre de la filière langues étrangères appliquées. Et c'est dans ce sens que nous développons cette branche de recherche depuis que je suis arrivée à Paris 8 en tant que maître de conférence en 96. Donc, ça fait déjà un bon moment. Voilà, c'est le résultat de ces années de travail. Et en fait, le projet a eu plusieurs noms, comme c'est d'habitude. Et là, c'est l'Observatoire de langue romane en spécialité. Euh, alors, je commencerai par parler un peu de la formation des termes qui relèvent de la compétence et du génie de la langue. Je vais me consacrer en particulier à la composition syntagmatique en terminologie dans les vocabulaires de spécialité et un peu aux matrices terminogéniques dans les sciences sociales et humaines du travail. Je présenterai juste quelques données et je tiens à signaler dès le début, en fait, qu'il s'agit d'une toute petite composante de l'observatoire. Donc là, je vais focaliser sur la composition et sur les matrices terminogéniques. Voilà. Euh, alors, on appelle souvent procédés lexicogéniques les procédés de formation des unités du lexique général et on appelle procédés terminogéniques les procédés de formation des unités terminologiques, c'est-à-dire des unités lexicales de spécialité. On peut se demander, y aura-t-il des spécificités morphologiques dans les vocabulaires spécialisés? Quelle information morphologique est-elle pertinente dans les études terminologiques? Et quels résultats peut-on obtenir d'une analyse morphologique des vocabulaires scientifiques et techniques? Nous essayerons donc de répondre à ces questions dans la présente communication en nous servant de modèles d'analyse de formation des termes dans les domaines de l'économie et des finances, du droit et sciences sociales et humaines en général. Nous pouvons cependant dire d'ores et déjà que dans toute analyse et description terminologique,
L'information de nature morphologique est bien nécessaire, notamment lorsque cette analyse a pour but l'élaboration d'un produit terminologique, base de données, banque de données, dictionnaire électronique ou tout autre outil de soutien à la traduction, à l'enseignement-apprentissage, etc. Donc, classe grammaticale, genre et nombre sont des informations indispensables à la description minimale de l'unité terminologique, en particulier dans un travail de terminologie comparée. Même entre des langues de la même famille, comme c'est le cas du portugais et du français, nous pouvons remarquer des irrégularités malgré le degré élevé de prévisibilité. Les langues spécialisées ont donc un vocabulaire dont la flexion, essentiellement pour les noms et les adjectifs, pose des problèmes particuliers, comme par exemple l'absence de variation en genre ou en nombre, l'absence d'accord ou même le flottement du genre. L'analyse et description des mécanismes de formation par composition et par dérivation, ici je ne vais pas parler de la dérivation, je ne parlerai que de la composition et en particulier de la composition syntagmatique. Donc, cela ne semble pas non plus superflu quand il y a des différences par rapport aux mécanismes bien connus de la langue générale. Et enfin, la morphologie des unités lexicales de spécialité est le lieu de mécanismes d'alternance et de variation qui méritent bien d'être analysés et décrits dans tout produit terminographique, notamment dans un observatoire des langues romanes en spécialité, projet que nous développons à Paris 8 depuis de longues années. Alors, quelques mots sur la formation des termes et pour répondre à la première question que je viens de poser, la capacité de créer des mots est le reflet direct de la compétence linguistique, et ça au sens chomskien du terme, de tout locuteur d'une langue donnée. En terminologie, les règles qui régissent la formation des unités spécialisées ne sont pas différentes de celles qui régissent la formation du lexique général, même si il y a encore le cliché dans les études linguistiques que finalement les langues de spécialité sont des sous-langages, etc. Ça reste encore, malgré tous les progrès qu'on a fait depuis les années 70. Toutefois, ce qui change, c'est la rentabilité de chaque règle. Et c'est ça qui peut effectivement diverger. Et ceci dépend, bien entendu, largement des différentes branches du savoir. Par exemple, les comportements dans les sciences dures ne sont pas exactement les mêmes comportements ou les mêmes tendances que dans les sciences dites molles. Moi, je travaille avec les sciences molles. Connaître donc les règles de formation du lexique et maîtriser le génie de la langue, pour utiliser un terme qui était très cher à Darmesteter, sont donc des conditions indispensables à tout travail terminologique. Alors, quant à la formation encore des termes et quant à la compétence et au génie de la langue, nous pouvons dire encore que les termes sont construits à partir des formants appartenant au système morphologique de chaque langue et ils respectent généralement les types de structures offerts par le système, présentent les mêmes ressources de formation que les mots de la langue générale et se soumettent également aux mêmes règles de combinaison et de restriction. Toutefois, les unités terminologiques présentent des spécificités morphologiques dues non pas au système de la langue, mais au système de connaissances auquel elles sont liées. Et donc, c'est là où, en fait, le comportement
change. Alors, examinons donc de plus près certaines particularités morphologiques des terminologies, notamment sur le plan de la composition syntagmatique. Donc, je restreins bien entendu le sujet, même si je pouvais parler des heures, bien entendu, mais là, je me limite à la composition syntagmatique. Alors, pardon, les langues, je voulais encore dire que la structure des unités terminologiques ne présente apparemment pas de différence générale par rapport au mode du lexique général, à l'exception d'une fréquence plus grande de certains types formels. Ça aussi, c'est important. Dans les langues de spécialité, nous avons une plus forte fréquence de sigles, de termes comportant des formants savants, grec et latin, bien entendu, pour les sciences de la santé, etc., ou pour le domaine juridique, composition syntagmatique, etc. Mais là, nous parlons de tendance, plutôt. Et selon les résultats de plusieurs travaux à dominante statistique, il est possible de dire que le degré d'utilisation de certains formants ou de certains procédés de formation des termes, il est plus élevé dans un tel domaine que dans un autre. Voilà ce qui est possible de prédire. Mais en règle générale, ils sont construits à partir des formants appartenant au système morphologique de chaque langue, à l'exception des emprunts. On va mettre de côté. Ainsi, ils respectent les types de structures offerts par le système, présentent les mêmes ressources de formation que les mots de la langue générale et se soumettent donc aux mêmes règles de combinaison et de restriction. Alors, les langues romanes utilisent des séquences dénominatives telles que accident du travail, agent de l'audit, école des relations humaines, politique de rémunération globale, em português, acidente do trabalho, agente de auditoria, escola das relações humanas, política de remuneração global, etc. Et pour Darmesteter, je reviens au fondateur de la morphologie en France, probablement le premier linguiste de l'école française à les aborder, ces compositions syntagmatiques. Ces expressions ne sont pas des composés, mais des juxtaposés. Ça fait couler beaucoup d'encre. Je ne vais pas m'allonger sur la question. Alors, pour Émile Benveniste, qui fait avancer la connaissance par rapport à ces unités entre le mot et le syntagme, nous avons des synapsies, donc, et c'est un terme qui est revenu, disons, à la mode dans les études morphologiques contemporaines en France. Et un terme repris et très cher à Jean-François Sableroy. Ces exemples montrent bien qu'il s'agit donc de noms d'objets ou de noms de notions ou noms de concepts, comme par exemple avion à réaction. Et à partir de là, leur analyse pour le français est devenue progressivement autonome par rapport aux locutions verbales, adjectivales ou adverbiales, autrement dit, par rapport à la phraséologie proprement dite. Distinction qui en fait était complètement inexistante chez Darmesteter. Louis Gilbert travaille sur des expressions comparables, mais ayant une structure syntaxique différente du type non plus age, du type donc charge sociale, encargos sociais, qu'il appelle donc composé syntagmatique. Et d'après les exemples de Benveniste et Gilbert, il s'agit toujours d'expressions nominales destinées à répertorier les objets concrets ou non du monde et dans la plupart du monde des connaissances scientifiques et techniques.
Donc, il s'agit normalement d'expressions figées ou semi-figées. Elles peuvent avoir, bien entendu, différents degrés de figement. Et l'ordre des éléments ne peut pas normalement être inversé. Charge sociale, administration bureaucratique, etc. Il existe bien d'autres façons de nommer ce phénomène linguistique, comme groupe lexical, unité de signification, dépendant donc de la perspective et des approches. Et aujourd'hui, en terminologie, on parle de polyterme. Moi, personnellement, je ne parle pas de polyterme. Je n'aime pas du tout cette acception. Je parle toujours de syntagme terminologique. Un exemple extrême de ce type de composition syntagmatique qu'on peut trouver, bien entendu, dans les textes et les discours des sciences sociales et humaines, c'est par exemple modèle de planification des ressources humaines dans le flux du personnel. Modelo de planeamento dos recursos humanos no fluxo do pessoal. Or, là, c'est limite, bien entendu. Ça commence à casser l'unité et donc à devenir la langue à l'œuvre et à échapper à l'unité de signification, donc au concept auquel un terme doit correspondre. Alors, un exemple comme celui-là, il est formé de 3 éléments principaux au même des termes: modèle de planification, ressources humaines et flux du personnel. Alors, en fait, à partir du moment où on commence à travailler avec ces unités très longues, mais qui correspondent soit à un concept, soit à l'union de 3 concepts, eh bien, une voie nouvelle de la recherche morphosyntaxique est dès lors ouverte. Et je remets donc, je renvoie aux travaux de Nakos et Portelance, par exemple. Et c'est là où je reviens à mon 3e point. Donc, quelques matrices terminogéniques dans les sciences sociales et humaines du travail et quelques données. Donc, dans la grande majorité des termes et du point de vue morphologique, sont composés d'unités construites par la composition syntagmatique. Le français et le portugais trouvent des modèles similaires de composition syntagmatique, ce qui n'est pas étonnant puisque ce sont des langues de la même famille généalogique. La matrice terminogénique la plus représentative est celle des mononominaux du type nom plus adj, suivie par celle des binominaux, nom plus prep plus nom. Et il semble également y avoir une sorte de limite à 5 éléments, comme par exemple nom plus prep plus nom plus prep plus nom. À partir du 5e élément, ça casse. Donc, on estime la limite du syntagme terminologique à 4-5 éléments pour qu'il renvoie donc à un seul concept. Dans la plupart des matrices formées à partir de 4 éléments, nous pouvons donc remarquer l'existence de syntagmes à l'intérieur de syntagmes plus complexes, comme emboîté. 2, 3, ça va. Alors, quelques résultats, sur un échantillon d'environ 200 termes, en portugais et en français, nous pouvons aboutir aux résultats suivants. Pour les mononominaux, non plus âge, 35%. Là, il n'y a que quelques exemples. Il n'y a pas la liste complète. Non plus âge, 1%. Pour les binominaux, non plus près, plus non, 19,5%.
nom plus PREP plus nom plus adjectif 3,5 et nom plus adj plus préposition plus nom 2,5%. Pour les trinominaux, donc nom plus PREP plus nom, 2%. Ben, c'est vrai, ils ne sont pas faciles à utiliser. Et ça, que dans le discours écrit, hein. Il fallait dire que je ne travaille qu'avec, sur ces questions, que sur des corpus écrits. Alors, quelques conclusions. Dans un échantillon de 200 termes, nous pouvons constater qu'environ 65% sont des syntagmes terminologiques, ce qui est bien signifiant. Il est sans doute important pour le linguiste, le terminologue, le traducteur, le rédacteur technique ou l'apprenant d'une langue étrangère d'avoir accès à ce genre de données linguistiques spécialisées et de s'en servir pour une connaissance plus approfondie des mécanismes de créativité, de variation et d'innovation lexico-terminologique. Et puis, juste quelques références de base. Et merci beaucoup. Obrigada pela vossa atenção. Non, pas simple. J'ai sauté, je vais vous dire, la moitié des conclusions, mais bon,